Bonjour à tous. L'objectif de cette présentation est de donner une vue d'ensemble de la mission Sentinelle-1, donc cette mission d'imagerie radar, et vous donner quelques exemples également de résultats qu'on a obtenus avec Sentinelle-1 depuis son lancement l'année dernière, donc le 3 avril 2014. Et avant ça, je vais d'abord vous expliquer un petit peu quel est le cadre programmatique dans lequel s'inscrit Sentinelle-1. Il s'agit du programme européen Copernicus, qui est un programme mené par la Commission européenne en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et c'est un programme très très ambitieux qui utilise des données de satellites d'observation de la Terre dédiées au programme Copernicus, qui sont les sentinelles, mais également des données qui viennent de missions qui contribuent également à Copernicus. Le but ensuite, c'est de fournir des informations qui viennent de services Copernicus, sur lesquels je vais m'arrêter un tout petit peu, mais également de considérer des données in situ. Il y a 6 services Copernicus qui ont été définis par la Commission européenne et qui traitent de la surveillance des terres, la surveillance de l'environnement marin, la surveillance également de l'atmosphère. Il y a un certain nombre de services transversaux qui sont le support aux situations d'urgence, sécurité, ici on parle plus de sécurité civile, mais également un service lié à la surveillance du changement climatique. Quelque chose de fondamental qui concerne le programme Copernicus, c'est la politique de distribution des données. En effet, il a été établi que cette politique de distribution donne un accès ouvert et gratuit à tout le monde de toutes les données sentinelles, mais également de ce qui sort des services Copernicus. Donc ça a été entériné par une régulation qui a été établie par la Commission européenne, et qui, de façon légale, permet l'utilisation gratuite et ouverte de ces données. Donc ça, c'est certainement une révolution pour l'observation de la Terre, puisque comme vous allez le voir, on parle de Sentinelle-1, mais également d'autres missions Sentinelle qui vont arriver dans les années suivantes, dans les années qui viennent. Et donc ça va donner un ensemble de données de télédétection accessibles à tout le monde. Et pour vous donner une idée donc, des diverses familles de sentinelles que nous avons à faire dans le programme Copernicus, il y a donc Sentinelle-1 et il y a une autre série de sentinelles, par exemple Sentinelle-2 qui est une mission à haute résolution optique, et je ne vais pas rentrer dans le détail des autres missions qui vont ensuite suivre. Et pour vous donner ensuite une vue d'ensemble et les perspectives que ça promet pour le long terme, on a effectivement, dans le cadre de Copernicus, cet objectif d'avoir un système pérenne avec une continuité des missions au-delà même des années 2030. Donc vous voyez ici le fait que pour les satellites Sentinelle-1, Sentinelle-2, Sentinelle-3, ce sont des constellations de 2 satellites en orbite simultanément. Donc on a lancé Sentinelle-1A, on va lancer l'année prochaine Sentinelle-1B, et ensuite, dans les années suivantes, on va lancer les unités successives pour avoir en permanence 2 satellites Sentinelle-1 en orbite. Donc, de nouveau, l'accès des données Sentinelle est ouvert à tout le monde et ça va permettre un développement de la télédétection certainement très très substantiel dans les années qui suivent. J'en viens maintenant donc à la mission Sentinelle-1, qui est une mission d'imagerie radar en bande C, qui assure la continuité des missions ERS et Envisat, et pour tout des domaines d'application très variés concernant les océans, les terres, mais également les situations d'urgence. Donc ici, vous voyez les applications principales que Sentinelle-1 va pouvoir supporter, qui concernent la surveillance des pôles, des zones de la cryosphère, des zones glaciaires, également de la surveillance de l'environnement marin, comme la détection des pollutions pétrolières, la sécurité maritime, par exemple surveillance de la pêche illégale dans certaines zones reculées. Il y a aussi tout ce qui est lié aux mesures des vagues, des vents et des courants.
Et sur la Terre, nous avons bien sûr, avec la technique de l'interférométrie, la possibilité de mettre en place des services qui permettent de surveiller le mouvement des surfaces, des déformations. Et il y a quelques exemples que je vais vous fournir par la suite. Donc j'ai parlé également le support aux situations d'urgence, en particulier lorsqu'il y a des inondations, pour lesquelles Sentinel-1 est très adapté. Mais il y a d'autres applications pour les terres liées, par exemple, à la surveillance des forêts, des zones agricoles, également de l'eau, des rivières et de l'humidité des sols. Quelques mots sur le profil de cette mission Sentinel-1, qui est basée, comme je l'ai dit, sur 2 satellites en orbite. Les 2 satellites, comme vous le voyez à droite, seront dans le même plan orbital, mais distants de 180 degrés. Donc c'est une orbite héliosynchrone, à une altitude de presque 700 km. La durée de vie du satellite, c'est 7 ans. Mais à bord, on a du carburant, c'est-à-dire les consumables, pour plus de 12 ans. Le nœud ascendant est à 18 heures, le nœud descendant est à 6 heures le matin, et nous avons un cycle de répétition de 12 jours. Avec les 2 satellites en orbite, ce cycle est diminué par un facteur 2, on a un cycle donc virtuel de répétition de 6 jours. Quelques mots sur le phasage de la mission depuis le lancement du premier satellite, donc le 3 avril 2014, jusqu'au stade où on sera en capacité pleine opérationnelle avec les 2 satellites en orbite. Donc après le lancement du premier satellite l'année dernière, nous avons une phase de recette en vol. Ensuite, nous sommes actuellement dans la phase de qualification opérationnelle, où les performances de la mission, disons, en termes d'observation, de traitement, augmentent graduellement. Et nous allons entrer très bientôt en phase d'opération de routine. Nous avons ensuite le lancement du Sentinel-1B entre mars et mai en 2016. Et de nouveau, recette en vol du satellite, qualification opérationnelle. Et tout ça va nous mener donc à cette phase opérationnelle qu'on appelle FOC, Full Operation Capacity, avec les 2 satellites en orbite, et cela est prévu fin 2016. Quelques mots maintenant sur les modes opérationnels du SAR. Donc nous avons 4 modes du SAR principaux, et je commencerai par le deuxième que vous voyez sur le schéma, qui s'appelle l'interférométrie Wise-Was mode. Donc ça, c'est un mode qui est utilisé sur les terres, principalement, mais également les zones côtières. Et ce mode permet d'avoir une largeur de fauchée qui est très étendue, puisqu'il s'agit de 250 km. Pour une résolution qui est bonne, on parle de l'ordre de 20 mètres avec 5 vues, donc 5 looks. Et également, ce mode a la capacité d'avoir une double polarisation, donc HHHV ou VVVH. Donc c'est le mode principal pour les terres. Nous avons également le mode Extra Wise-Was, d'une largeur de fauchée supérieure, 400 km, mais d'une résolution moindre. Ce mode est plus utilisé pour la surveillance des glaces, des détections des pollutions pétrolières. Ensuite, on a un mode StreetMap qui assure une résolution plus élevée, mais une largeur de fauchée moindre, de l'ordre de 100 km, 80 km, 100 km. Ce mode sera peu utilisé, mis à part de façon exceptionnelle, durant des situations d'urgence ou lorsqu'il s'agit par exemple de couvrir un petit volcan isolé au milieu d'un océan, afin de ne pas perturber les applications opérationnelles qui sont autour. En fait, le mode principal qui permet de faire une couverture à large échelle, c'est le mode interférométrique, donc il est utilisé sur toutes les terres. Et en parallèle, nous avons également le mode vague, le wave mode, qui est utilisé au-dessus des océans lorsque les autres modes ne sont pas utilisés. Donc ici, vous voyez un schéma qui montre comment le mode interférométrique fonctionne avec la technique TOPS, Terrain Observation by Progressive Scans, où il y a donc un balayage non seulement en azimut, mais aussi en distance, de façon électronique, avec cette antenne active à bord du satellite.
Donc ça permet, par rapport au mode ScanSAR classique, d'éviter des problèmes de scalloping. Quelques mots sur les produits opérationnels qui sont délivrés par le segment sol. Donc nous avons les produits niveau 0, qui sont d'ailleurs accessibles à tout le monde. Nous avons ensuite les produits niveau 1, qui concernent donc les single loop complexes, SLC, qui contiennent phase et amplitude. Les produits, ce sont donc des produits qui servent à générer des interférogrammes. Et nous avons les images, donc les produits GRD, Ground Range Detected, qui sont les produits, je dirais, les plus utilisés pour les applications terrestres et également surveillance des mers. Nous avons également les produits de niveau 2, donc produits océans, qui contiennent l'information sur les vents, les vagues et également les courants. Aujourd'hui, ces produits niveau 2 ne sont pas encore disponibles puisqu'ils sont encore sujets à la qualification opérationnelle durant cette phase de qualification opérationnelle qui va bientôt se terminer. Cette planche décrit un peu plus en détail les caractéristiques des produits de niveau 1. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle est disponible et de toute façon, cette information est également disponible en ligne sur les sites Sentinel Online. Donc vous avez ici les résolutions pour les différents modes. Vous avez certains types de produits en full resolution, haute résolution ou résolution moyenne avec les caractéristiques correspondantes. Quelque chose de très important qui concerne les sentinelles, c'est le volume qui est généré par ces satellites. Si on prend Sentinelle 1, avec les 2 satellites, on génère de l'ordre de 1,5 terabytes par jour. Au niveau des produits niveau 1, l'ordre de grandeur est de 1,7 terabytes de données. Donc c'est vraiment conséquent. Et le but, c'est de mettre en ligne, accessible à tout le monde, ces produits au monde entier. Et c'est là qu'on a un vrai défi à tenir. Jusqu'à présent, comme je vais le présenter plus tard, on a tenu ce défi avec cette possibilité de mettre en ligne le flux de données complet de Sentinel-1 au monde entier. Et pour vous dire ce que ça représente en termes de débit, ça correspond au niveau des données brutes à un débit de l'ordre de 150 mégabits par seconde soutenu, et au niveau des produits opérationnels de l'ordre de 300 mégabits par seconde. Quelques mots sur le scénario d'observation de Sentinel-1. Donc, tous les cycles de répétition de 12 jours ont fourni une couverture de toute l'Europe, plus des zones prioritaires des services Copernicus, en particulier liées aux surveillances des glaces, donc au niveau du pôle Nord, mais également autour de l'Antarctique. Ça, ce sont les besoins principaux des services Copernicus et des États membres de l'ESA et de l'Union européenne. Tous les 2 cycles de répétition, c'est-à-dire tous les 24 jours, ont fourni à la fois en orbite ascendante et en orbite descendante une couverture de toutes les zones tectoniques au niveau global. Et là encore, ce sont des besoins qui viennent de nos États membres et également de la communauté scientifique. Donc ça permet de faire de l'interferométrie tous les 24 jours. Et pour couvrir les zones qui restent au niveau global, les zones terrestres dans le monde, on estime à une couverture qui sera supérieure à 4 ou 5 fois par an pour ces zones que l'on va considérer en tenant compte des contraintes saisonnières. On considère qu'il est mieux de faire des acquisitions durant les périodes sèches. Donc le mode utilisé est toujours le mode interférométrique avec une polarisation duale en VV-VH. Et en plus de ça, on fait également des campagnes spécifiques pour certaines applications. Là, vous voyez qu'on a fait une campagne du mois de janvier au mois de mars 2015 pour la calotte glaciaire du Groenland. Donc le scénario d'observation est décrit en ligne. Là, vous avez un exemple de ce qui est publié sur le site Sentinel Online. Et là, c'est par exemple la description d'un cycle de répétition. Dans ce cas, c'était du 3 avril au 15 avril 2015.
Vous voyez donc les modes qui sont utilisés sur les différentes zones, la polarisation également. Correspondant à ces cycles de répétition, nous publions également des fichiers KML et la possibilité de voir sur Google Earth les segments d'acquisition précis qui donnent le temps de début et de fin des segments, et qui donnent également le type de mode, polarisation et la date, bien sûr. Donc ça permet en avance de phase de connaître quelles vont être les acquisitions. Et si vous êtes intéressé par une zone particulière, de savoir a priori quand est-ce que le satellite va effectuer des observations sur cette zone. J'en viens maintenant au portail de web Sentinel Online qui contient énormément d'informations sur les missions Sentinel, des guides utilisateurs, des guides plus techniques, description des produits. Donc c'est disponible sous, comme vous voyez, sentinel avec un s.copernicus.eu. Donc j'ai mentionné l'accès gratuit et libre, ouvert à tous les utilisateurs des données Sentinel-1. Et cela se fait à travers aujourd'hui ce qu'on appelle le Scientific Data Hub, qui permet d'avoir donc toutes les données en ligne. Donc il est possible de faire des recherches et de télécharger les produits. Et cette planche vous montre un petit peu la tendance liée au comportement des utilisateurs et ce qui a été déchargé jusqu'à présent. Et le message ici, c'est que nous avons mis en ligne un certain nombre de données. En pratique, nous avons pu mettre également en ligne toutes les données générées par la mission, donc qui sont systématiquement processées au niveau 1. Et vous voyez, en particulier pour les données qui ont été téléchargées par l'utilisateur, cette courbe exponentielle. Au jour d'aujourd'hui, on a presque 7000 utilisateurs qui se sont enregistrés, plus de 100 000 produits disponibles pour téléchargement, et environ 1 million de produits ont été donc téléchargés par l'utilisateur. Cela représente environ 1 pétabyte de données, ce qui correspond, pour vous donner un ordre de grandeur, à environ 200 000 DVD. Petite pause, una pausa. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus avec la mission Sentinel-1 dans divers domaines d'application. En commençant par les premières images qui ont été générées quelques jours après le lancement du satellite, donc en avril 2014. Et je vais m'arrêter sur les 3 premières dans la suite. Je voudrais simplement dire sur celle qui se trouve du côté droit. Il s'agit d'une portion de l'Antarctique, la péninsule de l'Antarctique, où on arrive à distinguer des détails très intéressants de la zone. Donc, en commençant par les applications sur les terres et des exemples d'images sur les terres. Ici, c'est le port d'Anvers en Belgique, où l'on distingue effectivement les caractéristiques de la ville et du port. Alors, bien sûr, il s'agit d'une composition artificielle réalisée avec les 2 canaux de polarisation. Donc, et là, l'on distingue en particulier le fleuve, les zones qui contiennent de l'eau, où la réflectivité du signal est relativement faible. Par contre, les zones plus claires, ce sont les zones urbaines, donc les bâtiments qui assurent une réflectivité supérieure du signal. S'il s'agit de la ville de Bruxelles, avec les mêmes caractéristiques, on distingue en haut à droite très bien l'aéroport.
Ici, il s'agit de Lisbonne, au Portugal. Donc vous voyez l'étendue des acquisitions avec ce mode interferométrique qui permet d'assurer de nouveau une largeur de fauchée de 250 km et avec une résolution qui est tout de même bonne, de l'ordre de 20 mètres avec 5 vues. Et en zoomant, on constate également un bon niveau de détail de cette image. De nouveau, pour mettre en valeur ces couvertures, ces possibilités de cartographier à grande échelle, donc de nouveau 250 km de largeur de fauchée, où donc ça se trouve en nord d'Italie. Et en zoomant, on peut très bien voir donc les lacs de la zone. Et Sentinel-1 vraiment une mission adaptée également à détecter les eaux en général, donc les rivières et les lacs. Ici, il s'agit d'une mosaïque de la Roumanie. De nouveau, c'est une composition couleur artificielle, bien sûr, faite avec les deux canaux de polarisation. On a fait la même chose avec les autres pays entrants de l'Agence spatiale européenne, donc la Hongrie et puis l'Estonie. Ici, il s'agit d'une image du mont Pinatubo, aux Philippines, sur l'île de Luzon. On voit très bien les caractéristiques d'image SAR dans les montagnes. Et quelques mots au sujet de cette démonstration d'application liée à la déforestation. Donc là, c'était quelques jours après le lancement du satellite. Donc les trois sous-soises du mode interférométrique n'étaient pas encore calibrées entre elles. Mais ce qui est important, c'est de montrer cette capacité polarimétrique où, avec une série temporelle, il sera possible de détecter très facilement la déforestation dans certaines régions du monde, comme en Amérique du Sud. Ici, il s'agit donc d'une acquisition du lac Poyang en Chine. De nouveau, une composition polarimétrique en utilisant les canaux VV-VH. Et donc ce lac Poyang est une réserve d'eau très importante pour la Chine. Il a des variations d'étendue qui sont également très importantes. Donc les scientifiques s'intéressent de très près à la surveillance de ce lac. Et si l'on zoome certaines parties d'acquisition, on constate toujours un très bon niveau de détail, de définition, qui fait la beauté de cette mission. Donc, couverture à grande échelle, mais avec une résolution qui est tout de même très bonne pour beaucoup d'applications. Un exemple qui concerne la Grèce, où on voit Athènes sur le côté gauche, l'aéroport sur le côté droit. Et l'exemple qui est montré ici sert de nouveau à mettre en évidence cette capacité polarimétrique de Sentinel-1. Si l'on regarde sur l'image de gauche, qui est en fait une image d'un satellite optique Aster qui a été acquise après les feux majeurs qui ont eu lieu en Grèce en 2007. Si l'on voit l'image Sentinel-1 sur la droite, on voit qu'en fait, il y a toujours cette empreinte qui est liée à ces feux 7 ans après, que l'on peut distinguer par ce composite polarimétrique. Ici, il s'agit d'une classification de très haut niveau qui a été faite uniquement avec une image, également quelques jours après le lancement, pour démontrer la capacité de la mission pour la classification des éléments sur la Terre, donc les forêts, les eaux, les zones urbaines. J'en passe maintenant à un autre exemple qui est lié à la surveillance de la croissance du riz. Il s'agit ici du delta du Mekong, au Vietnam. Et les spécialistes, en ayant utilisé des données Sentinel-1, une série temporelle, ont pu mettre déjà en évidence les caractéristiques de croissance du riz et de fournir un calendrier basé sur des données Sentinel-1 où l'on voit les zones qui ont été plantées durant une certaine période, les zones qui ont été récoltées, etc. Donc, de nouveau, Sentinel-1 étant une mission radar en bande C est très adaptée pour la surveillance de la culture du riz. Je passe maintenant au domaine des océans et de l'environnement marin. Quelques exemples. Ici, il s'agit
détection de pollution pétrolière quelques jours après le lancement. Sur la gauche, donc c'est une détection pétrolière, de pollution pétrolière qui a eu lieu en mer Noire, certainement due à un déchargement volontaire d'un bateau. Sur l'image de gauche, on distingue donc des plateformes pétrolières au large des côtes norvégiennes, où l'on voit également autour des plateformes des traces d'eau mélangée à du pétrole, qui donc se distinguent très bien sur des images Sentinel-1. Un autre exemple de pollution pétrolière au sud de l'Italie, certainement dû à un navire et de façon volontaire. Pour ce qui concerne les applications liées à l'état de la mer, donc en particulier ici les détections de champs de vagues. Très tôt dans la mission, on a pu démontrer cette capacité de Sentinel-1 à pouvoir détecter des systèmes de vagues. Dans ce cas, 3 systèmes de vagues ont été détectés, jusqu'à 5 dans certains cas, ce qui représente un progrès très important par rapport à ce qu'on pouvait faire avec Envisat. Donc également dans le domaine des activités et des applications état de la mer, Sentinel-1 apporte beaucoup. Et ici, c'est un autre exemple qui démontre la dérivation à partir d'images Sentinel-1 de champs de vent entre la Corse et la Sardaigne. Je passe maintenant aux applications sur la Terre qui sont liées à la technique de l'interférométrie. Donc quelques exemples que je vais pouvoir vous montrer. Commençant par ces premiers interférogrammes qui ont pu être générés en août 2014, une fois qu'on avait atteint l'orbite nominale du satellite. Et ici, il s'agit donc d'une zone au nord de la Norvège, où l'on voit très bien les franges interférométriques. Bon, là, la topographie n'a pas été enlevée, donc c'est en lieu principal. Donc, il s'agit de la topographie. Mais ce qu'on voulait, on voulait s'assurer à ce stade de la mission, c'est que Sentinel-1 pouvait démontrer cette capacité pour l'interférométrie et d'avoir de la cohérence entre des acquisitions successives, donc distantes de 12 jours. Ici, il s'agit d'un exemple de la Sicile, et en particulier de l'Etna. Et si on associe 2 images, ici on a la cohérence interférométrique. Et là, on voit également les franges interférométriques pour lesquelles la topographie n'a pas été retirée. Donc on voit bien la caractéristique de l'Etna. Et en enlevant la topographie, on voit les franges, certaines étant dues à la déformation de la Terre. Et donc la capacité de nouveau interférométrique de la mission a été démontrée par ces différents exemples. Ici, on voit la possibilité de générer des interférogrammes à grande échelle. Ça, c'est vraiment nouveau pour une mission SAR, capacité de générer des interférogrammes sur des zones très étendues. Et ici, il s'agit de toute l'Italie, enfin une bonne portion de l'Italie. Donc Sentinel-1 permet de générer des interférogrammes à l'échelle nationale, voire continentale. Ici, il s'agit d'un interférogramme fait avec 2 acquisitions au mois d'août 2014. Et pour chaque acquisition, 7 produits ont été utilisés donc, dans ce mode IW. Donc, nous avons pu, enfin les spécialistes, la communauté scientifique a pu démontrer avec l'utilisation de données Sentinel-1 la possibilité de cartographier les effets d'un tremblement de terre. Ici, il s'agit de tremblement de terre qui a eu lieu en Californie, dans la vallée Napa, au nord de San Francisco, où en traitant une image avant l'événement et une image après l'événement, on a pu voir les franges interférométriques qui caractérisent le déplacement dû à ce tremblement de terre. Et on voit cette zone de l'ordre de 30 km par 30 km qui a été soumise à des déformations importantes. On parle de l'ordre de 10 cm. Un autre exemple d'interférogramme, suite à l'éruption du volcan Fogo sur une des îles du Cap-Vert.
Et ceci est donc la déformation liée qui a pu être dérivée de l'interférogramme, donc la déformation de ce volcan. Un autre exemple de l'application interférométrique est évidemment la subsidence. Et il est bien connu que la ville de Mexico est soumise à une subsidence très importante. Ici, il s'agit de l'ordre de 2,5 cm par mois. Donc, ce sont les zones décrites en rouge. Et cette subsidence au Mexique, à la ville de Mexico, est en partie due à l'extraction de l'eau en dessous de la ville. Donc, de nouveau, Sentinel-1, avec cette capacité de revisite qui est très importante, permet de faire une surveillance précise de la subsidence de certaines villes. Un autre exemple qui concerne la zone autour de Naples et du Vésuve, ainsi que ce qu'on appelle les Campi Flegrei. Ici, on voit effectivement une déformation dans le temps de l'ordre de plusieurs centimètres par an de certaines zones. Donc c'est une zone tectonique très active. Donc ça permet aux scientifiques d'étudier l'évolution de la déformation de cette zone en particulier. Et je voudrais vous montrer également l'exemple de ce très gros tremblement de terre récemment qui s'est produit au Népal, autour de Katmandou. Donc sur l'image de gauche, vous voyez cet interférogramme où on voit une concentration de franges autour de Katmandou, que l'on voit encore mieux sur l'image à droite en bas. Et la concentration est telle qu'on a pu démontrer une déformation jusqu'à 1 mètre de certaines zones. Ça a été possible donc avec un traitement interférométrique de 2 acquisitions effectuées avant et après le tremblement de terre qui a eu lieu le 25 avril 2015. Et cela va au-delà, donc c'est l'interprétation de ces interférogrammes, et avec de nouveau cette capacité de Sentinel-1 d'imager des zones très étendues. Il a été possible de démontrer donc un soulèvement de la partie qui est proche de Katmandou de l'ordre d'1 mètre, et un abaissement, une subsidence de l'ordre d'1 mètre également de la zone montagneuse qui se trouve au nord de Katmandou. En plus, il a pu être démontré donc un déplacement horizontal de l'ordre de 2 mètres du nord vers le sud. Donc vous voyez ici la puissance de l'interférométrie sur une mission comme Sentinel-1 pour observer de tels phénomènes à grande échelle. J'en viens maintenant aux démonstrations d'applications liées aux situations d'urgence, en particulier donc générées ou pas par les hommes, mais en particulier ce qui concerne les inondations pour lesquelles la mission est très adaptée, avec un premier exemple au-dessus de la Namibie qui a eu lieu en avril 2014. Ici, c'est une image de référence en VSAT avec une résolution de l'ordre de 20 mètres et une dimension de l'ordre de 100 mètres. Et on superimpose ici l'image Sentinel-1 avec cette fauchée de 250 km, et l'on voit donc la zone inondée en noir en Namibie. Alors, sur le côté droite, vous voyez également, si l'on zoome, on pourrait voir également les chutes Victoria. Cette cartographie de cette inondation a été utile pour les autorités, puisque durant ces inondations majeures, il y a une forte couverture nuageuse, et les spécialistes ont pu générer ces produits à valeur ajoutée. On voit les zones inondées ici en bleu sur cette image. Un autre exemple de suivi d'inondation, c'était ici la première fois que Sentinel-1 répondait à une activation du service de gestion d'urgence Copernicus pour des inondations en Bosnie-Herzégovine. Donc, il s'agit ici en fait du mode StreetMap qu'on avait décidé d'utiliser pour cette inondation particulière. Et on voit la très bonne définition de cette image SAR. Et en se concentrant sur la zone inondée, les spécialistes ont pu dériver les produits d'information, les zones d'inondation. Un autre exemple sur lequel Sentinel-1 a contribué dans le cadre de
la charte internationale pour les désastres majeurs. Également, ça a été utilisé et généré par UNOSAT, cette organisation de l'UNITAR, concernant dans ce cas des inondations au Pakistan. Donc toutes les zones dépictées en rouge sont les zones inondées. Un autre exemple d'inondation, donc surveillé caractérisé, je dirais, par Sentinel-1 pour des inondations donc, en Espagne, près de Saragosse. Et un autre exemple en Afrique, donc en janvier 2015, où Sentinel-1 a pu mettre en évidence l'étendue des inondations au Malawi. Et je finirai avec quelques exemples qui concernent donc la surveillance des glaces, la cryosphère, également d'activités qui peuvent contribuer à la compréhension du changement climatique. Ici, on a une vue magnifique du glacier Thwaites en Antarctique, où l'on distingue, c'est d'ailleurs une des premières images de Sentinel-1, où on distingue très très bien dans le détail ces blocs de glace qui viennent des glaciers, qui avancent de façon significative vers la mer. Ici, il s'agit de la première carte de glace de mer qui a été générée par le service MyOcean, donc de Copernicus, le service en charge de surveillance de l'environnement marin. Donc, en utilisant des images du mode extra-WISE-WAS, les spécialistes ont pu dériver donc les premières cartes d'étendue des glaces et de concentration de glace. Ici, il s'agit de la partie ouest du Groenland. Et ce service Copernicus, en fait, utilise de façon opérationnelle les images Sentinel-1. Ici, vous voyez typiquement ce que Sentinel-1 peut fournir en une journée. Donc, il s'agit d'un certain nombre d'images qui couvrent bien les zones d'intérêt pour ce service. Il s'avère très utile pour caractériser le déplacement des glaces, également la concentration des glaces dans les zones polaires. Et on peut également mettre en évidence l'intérêt de la polarisation duale de Sentinel-1 pour la cartographie des glaces. Ça permet d'avoir une distinction plus précise des glaces de mer, comme c'est indiqué par ces deux images. Un autre exemple qui a été dévoilé récemment, il s'agit de la vitesse du glacier de l'île de Pin, donc ce fameux Pine Island Glacier en Antarctique, où la vitesse, c'est un glacier vraiment énorme, et la vitesse de ce glacier est vraiment conséquente, puisque ici, les spécialistes ont pu mettre en évidence entre le 3 mars et le 15 mars, donc 12 jours, une vitesse de plus de 100 mètres dans certaines zones de ce glacier. Nous avons fait donc une campagne d'observation de la calotte glaciaire du Groenland. Et c'est une campagne qui a eu lieu du mois de janvier au mois de mars 2015. Ici, 700 scènes ont été utilisées. Et vous voyez cette première carte de vitesse des glaciers qui entoure donc la calotte glaciaire du Groenland, très utile pour les scientifiques pour comprendre la contribution donc, de ces glaciers au surélèvement de niveau des mers au niveau global. Donc vous voyez que Sentinel-1 a des applications également qui sont liées à la surveillance, à la compréhension du changement climatique. Et cela conclut cette présentation. Donc beaucoup d'informations sont disponibles sur les sites web que vous voyez ici, donc www.copernicus.eu et sur le site plus technique, donc sentinels.copernicus.eu. Et je vous remercie pour votre attention.